Alors, Pour, bonjour à tous, voici Roberto. pour le besoin d'enregistrement, alors c'est au Fab City Montréal. Je fais cette présentation sur la décentralisation électrique au Québec. J'ai pas mis de point d'interrogation et j'ai pas mis de point d'exclamation dans le titre parce que le but ou du moins selon des buts de la présentation, c'est de venir réfléchir par rapport à la décentralisation électrique et non de prendre parti ou non pour une forme de décentralisation électrique. C'est un sujet d'actualité, c'est un sujet très important. Depuis la pandémie, tout ce qui est, on va dire, recentré sur les communautés est redevenu, je ne veux pas dire à la mode, mais est redevenu un élément un sujet de préoccupation pour beaucoup de villes, pour beaucoup de communautés, que ce soit au niveau alimentaire ou que ce soit au niveau énergétique, comme on va en parler là maintenant. Comme je disais, l'objectif de la présentation, c'est vraiment de réfléchir et de discuter sur la décentralisation électrique. Ce que je veux dire par réfléchir et discuter, c'est vraiment d'aller entendre ce que les gens ont à dire sur ce sujet, mais aussi de comprendre comment eux autres, ils voient ou ils approchent cette notion de décentralisation. L'autre objectif, c'est vraiment, et là, ça va être un peu plus, on va prendre comme élément qu'on va vers une décentralisation, pas comment ou est-ce qu'on devrait. Et dans ce cadre, je vais présenter, on va réfléchir sur le concept ou l'objet plutôt de micro-réseau électrique comme une voie possible pour cette décentralisation dont il est question. La présentation va se faire, il y a deux grandes segmentations. Une première, on va discuter de la décentralisation électrique au Québec. Le but de cette première partie, c'est vraiment c'est vraiment de donner on va dire, des outils, des éléments de compréhension pour que la seconde partie en tant que telle, qu'on va essayer de simuler la mise en œuvre de micro-réseaux électriques à l'échelle de Montréal pour qu'on comprenne de quoi il est question, mais aussi dans quel contexte cette idée de décentralisation pourrait s'inscrire, le contexte particulier du Québec, parce que le Québec n'est pas comme les autres régions du monde en matière d'électricité. Là, vous voyez l'œuvre d'art qui est montrée dans la présentation. C'est Raoul Dufy, c'est un artiste français. C'est une œuvre géniale parce que c'est 600 mètres carrés l'œuvre en tant que telle, puis c'est comme un mur, c'est incurvé, c'est que quand tu rentres dans l'œuvre, tu peux aller d'un bout à l'autre, rentrer, puis tu as vraiment l'impression que c'est pas un tableau qui est affiché sur un mur plat, tu as vraiment cette impression d'être enveloppé dans l'œuvre, de faire partie de l'œuvre et de le vivre en tant que tel, presque, même si c'est une peinture, mais si on y prête attention, c'est vraiment comme si ça bougeait. Puis l'œuvre, c'est La Fée électrique. Ça a été présenté en 1937 au Palais de la Lumière et de l'Électricité. Ça reste une œuvre magnifique. La Fée électrique, c'est le nom qui a été donné à l'électricité en tant que telle. Et je voudrais ouvrir sur ça pour essayer pour partir sur des bases. Je voulais savoir, toi, Benjamin, pour toi, qu'est-ce que l'électricité? Comment on produit? Qu'est-ce que tu sais sur la production de l'électricité, sur les principales sources de production électrique? Et on va commencer par ces trois questions. Puis c'est ça. On l'utilise à tous les jours. On sait c'est quoi, mais... Ouais. Ben, en fait, c'est une bonne question. Puis je me demandais si tu allais dire ou si tu peux dire. Tu as dit que le Québec est différent des autres régions du monde. Donc, à quel niveau? Alors, moi, ce que je sais de l'électricité, puis c'est une supposition, parce qu'au final, comme tu dis, on utilise l'électricité tous les jours, mais moi, je ne la connais pas. Je ne connais rien là-dedans. Mais ce que je sais, mais ce que je suppose, c'est qu'au Québec, on nous dit tout le temps qu'on a les barrages, l'hydroélectricité, on a de l'électricité en abondance, puis que notre électricité est propre. Donc, est-ce que tout ça, c'est vrai? À part ça, je sais qu'on fait de l'électricité au charbon aux États-Unis, un peu en Chine. C'est très polluant. L'électricité nucléaire qui est dangereuse, mais qui est aussi plein de potentiel. Solaire, éolienne.
Après ça, c'est ça. Ça, c'est toutes les façons de OK. le faire. Il faut aussi l'acheminer, l'électricité. C'est probablement un enjeu. En tout cas, au Québec, c'en est un. Mhm, mhm. Euh, Ben, pour Puis il y le a cas les du Québec, batteries aussi. OK, OK, il n'y a pas de problème. Pour le cas du Québec, on va en parler tantôt. Ouais. On va essayer de consacrer une petite partie à l'électricité au Québec. Ben, l'électricité, contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas en soi une source d'énergie comme ça l'est le charbon, comme ça l'est le vent, comme ça l'est le pétrole, comme ça l'est l'eau. L'électricité en tant que telle, on ne l'a, bien que ça existe dans la nature en tant que telle, la foudre, les éclairs, l'électricité qu'on frotte deux ballons ensemble, mais l'électricité qu'on utilise, qu'on consomme en tant que telle, n'existe pas dans la nature. Il faut la produire, cette électricité. Et pour la production de cette électricité, ça nécessite la consommation de ce qu'on va appeler une énergie primaire. Par énergie primaire, j'entends les énergies qu'on retrouve comme telles dans la nature. Le charbon, c'est une énergie primaire parce qu'on le prend puis on le brûle pour en extraire la chaleur. Et on peut faire plein d'affaires à partir de cette énergie primaire. Pour produire de l'électricité, il y a différentes méthodes de production, mais pour faire simple en tant que tel, le but, c'est vraiment, je vais prendre deux exemples, l'exemple du charbon et du nucléaire, puis l'exemple de l'hydroélectricité. Dans le cas du charbon et du nucléaire, dans les deux cas, on fait chauffer le charbon, on brûle le charbon ou dans les centrales nucléaires. Le plus souvent, c'est de prendre cette vapeur et de l'injecter dans un moteur qui est en fait un alternateur qu'on va faire tourner et c'est on va dire, cette énergie en tant que telle qu'on a transformé le charbon, l'énergie calorifique du charbon qui va faire tourner l'alternateur, qui va faire tourner le moteur et qui va produire l'électricité avec des affaires en électromagnétisme. On fait tourner un aimant autour d'une bobine, puis à chaque fois, ça produit ce qu'on va appeler l'électricité, qui est la circulation d'électrons en fait, pour aller dans une direction et dans une autre. Il y a l'électricité continue et l'électricité alternative. Ça, c'est secondaire. Dans le cas de l'hydroélectricité, c'est le même principe, mais cette fois-ci, on utilise, si on prend l'exemple de deux grandes formes de centrales, c'est les centrales au fil de l'eau, soit les centrales qui sont posées sur un cours d'eau, et les centrales qui sont comme des barrages, comme on en a beaucoup au Québec. Dans les deux cas, il s'agit de soit canaliser une partie de l'eau ou de juste laisser passer l'eau. C'est de prendre l'énergie mécanique de cette eau et le travail que la vapeur faisait dans le cadre du nucléaire et du charbon, mais cette fois-ci, c'est l'énergie mécanique de l'eau qui permet d'actionner le moteur et qui permet cette production d'électricité. Je vais en parler du cas spécial au précis de l'électricité au Québec. Je vais juste une petite affaire. Jusqu'à là, c'est très clair. C'est très clair. OK. Comme on disait, l'électricité demande la consommation d'une source d'énergie primaire pour sa production. Selon l'Agence internationale de l'énergie, j'ai mis ça, j'aurais dû le copier peut-être, mais bon, c'est ça qu'on a. Mhm. En 2018, autour de 26 730 000 gigawatts d'énergie, watt-heure d'électricité étaient produites. Dans cette affaire, 38% étaient produites à partir du charbon, 23% étaient produits à partir du gaz naturel, ce qui fait au bas mot 3,8, un peu plus de 50% étaient produits à partir de sources d'énergie émettrices de gaz à effet de serre, notamment le charbon qui est l'une des sources les plus polluantes. 16% étaient produites à partir du nucléaire, de l'hydroélectrique, 10% le nucléaire et l'éolien, 4%. Après, il y a le pétrole, il y a les autres affaires, mais c'est comme plus ou moins, on va dire, marginal. Mhm. Là, on voit une petite image Mais je ne sur... sais pas si tu me présentes quelque chose. Moi, je vois le PowerPoint. Okay. Ah, OK, d'accord. Je vais essayer de partager. OK. Après, je vais revenir au PowerPoint. Ah, parfait, oui. Ça, c'est encore c'est selon Mhm. l'Agence internationale de l'énergie. De 90 à 2018, on voit
la part des sources de la production électrique. Genre, l'électricité, on en consomme beaucoup parce que ça a la facilité, ou du moins ça a l'avantage d'être converti dans plein d'affaires. On en produit pour les ordinateurs, on en produit pour le chauffage, on en produit pour plein d'affaires. Vu que l'utilisation est multiple, bien, on en consomme de plus en plus. On en consomme de plus en plus, puis on se dit souvent qu'il faut réduire, il faut réduire le papier, mais souvent les gens oublient que dans le fond, quand on réduit le papier, on augmente l'électricité utilisée parce que nos données sont stockées quelque part. Oui, oui, oui. Ce qui fait qu'en plus, je vais partager une autre image pour montrer. Mais sur cette image-là, ce que j'aimais, là, pas besoin de la remettre, mais c'est minime, mais ce que je vois, c'est que l'hydroélectricité, on dirait qu'elle diminuait, tandis que le coal, il n'a pas bougé. Puis le nucléaire, il a réduit un petit peu. Donc, il me semble que les tendances ne sont pas prometteuses. Non, 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 non. Ben, je ne sais pas si tu vois le nouveau, là, le nouveau, oui. Oui, que j'ai mis. Puis là, on peut voir vraiment la tendance. Et la tendance, si on regarde autour des années 90, c'était un peu plus de 4 millions de térawattheures d'énergie qui étaient produites, tandis qu'aujourd'hui, on est beaucoup, on a comme plus que doublé notre consommation électrique, pardon. Et cette consommation est en grande partie assurée par le charbon, qui continue sa progression et contrairement à ce que les gens pensent, mais on en consomme énormément de charbon. Le gaz naturel qui en a suivi autour des années 2000 avant de décoller pour devenir la deuxième source. L'hydro qui a connu des débuts avant les années 90 assez grandes, mais qui a plafonné, on va dire, et qui connaît un tout petit peu une remontée, notamment avec les nouvelles centrales géantes, immenses que la Chine met en service. Le nucléaire qui est stable, on va dire, parce que ça pose énormément de problèmes. C'est le pétrole qui connaît une petite baisse, mais on va dire que cette baisse est majoritairement due à la substitution du gaz naturel, qui est beaucoup moins, dont le coût en tant que tel et dont les facilités de transformation en tant que tel ont surplanté le pétrole. On va revenir au PowerPoint, ce qui fait que notre problème, alors qu'on fait face au changement climatique, c'est qu'on consomme énormément d'électricité et cette électricité en tant que telle est produite à plus de 50% par des énergies qui émettent du gaz à effet de serre. Alors, quels sont les principaux enjeux électriques contemporains? C'était une question vraiment, puis je voulais vraiment entendre les gens sur qu'ils ont réfléchi à ça ou non. Pour eux, c'est quoi les principaux enjeux électriques contemporains? Le but, c'est pas d'être exhaustif ou de dire voici X ou Y enjeux, mais de savoir eux autres comment, c'est quoi qu'ils ont identifié. C'est Benjamin. C'est certain qu'il faudrait que les gens limitent leur consommation, ne serait-ce que les lumières intelligentes, juste, je pense à ma télé qui est toujours branchée, mais que je n'écoute pas, qui consomme de l'électricité. L'ordinateur qui est branché le soir, mais qui n'a pas besoin d'électricité. Fait que je pense qu'il y a plein de gaspillage d'électricité. Après ça, c'est l'électrification des transports. Je ne sais pas si ça rentre là-dedans aussi. En fait, on parle, comme tu dis, il n'y a pas de point, tu ne veux pas de billets, est-ce que c'est bien ou c'est mal, mais on a l'idée qu'il faut réduire la consommation, mais en même temps, on veut l'augmenter pour supplanter tout ce qui n'est pas électrique. Fait que c'est ça, mais moi, ce que je comprends, c'est que l'enjeu, du moins, si ce n'est pas de réduire l'électricité, c'est de réduire les sources polluantes de fabrication d'électricité. Mais je ne vois pas de monde dans le monde où on vit où on n'aurait pas d'électricité. Parce que c'est pas vrai qu'on va aller vivre dans des villages où il n'y a pas d'électricité. Où il n'y a pas d'électricité. C'est une possibilité aussi, je dirais. Mais après, oui, ce ne serait pas réaliste de penser vivre dans un monde sans électricité. Ouais, trouver des sources de lumière chimique là, pour s'éclairer le soir, puis mais là, fabriquer comment? Mais non, mais avec tous les machins qu'on utilise, tout le monde a besoin de plus d'électricité. OK. Ce qui fait que dans ce que j'ai noté, dans les grands enjeux contemporains, tu as parlé d'accès
de limitation de la consommation, de gaspillage d'électricité, d'électrification des transports, et tu as dit, t'as souligné on va dire un certain, plus ou moins paradoxe en tant que tel, puis de réduire les sources polluantes. Mais la question en tant que telle est un peu, on va dire, pas assez claire parce que les enjeux électriques contemporains sont aussi des enjeux, c'est des enjeux mondiaux, on va dire. Dépendamment de là où on se situe, ça ne va pas être les mêmes enjeux. Dans les pays occidentaux industrialisés et dans certains autres pays, on va dire la Chine, le Brésil, une certaine partie du monde a accès à l'électricité, ce qui fait que ce n'est pas tant un enjeu. C'est au Québec, on ne se pose pas la question est-ce que je vais avoir accès à l'électricité à mourir vert. C'est-à-dire qu'une bonne part de la population mondiale, notamment en Afrique, n'ont pas accès à l'électricité. Ce qui est que l'enjeu principal devient d'avoir cette forme cette source d'énergie, cette énergie-là. Et on sait très bien, du moins c'est montré, j'aurais dû peut-être isoler le graphique, un lien très serré entre niveau de vie. Je ne vais pas parler de niveau de développement, parce que ce n'est pas un terme que j'aime beaucoup, je préfère niveau de vie. Je comprends. Et accès à l'électricité. Ce qui fait que les gens les endroits dans le monde qui n'ont pas accès à l'électricité, c'est montré qu'ils ont un niveau de vie plus faible, que ce soit parce que il y a plein de matériel, que ce soit des matériels médicaux qui marchent à l'électricité, qu'ils ne peuvent pas avoir accès à ces affaires, que ce soit avoir accès à l'information, notamment par les Internets en tant que tel, qui demandent qu'on ait cette énergie pour ouvrir notre ordinateur, que ce soit pour maintenir l'activité humaine, que ce soit l'activité économique ou l'activité humaine en tant que telle, culturelle, tard la nuit. C'est une série de facteurs que l'électricité, là où il n'y a pas d'électricité, qui vient, on va dire, pas gommer, qui vient punir, si je peux dire ça, ces communautés. Il y a l'enjeu évidemment des émissions de gaz à effet de serre lors de la fabrication de l'électricité. C'est l'un des gros enjeux qui est un enjeu planétaire parce qu'on va dire, dans les pays qui ont accès à l'électricité, la plupart, c'est produit avec des sources d'énergie polluantes. Il faut substituer ça avec des sources, on va dire, moins polluantes, du moins moins émettrices de gaz à effet de serre. D'un autre côté, on veut que les pays qui n'ont pas accès les régions qui n'ont pas accès à l'électricité aient beaucoup plus d'accès à l'électricité. Et ça suppose qu'on ne peut pas, si on essaie de faire la transition dans les endroits qui produisent déjà, on voit mal l'idée d'implanter des centrales au charbon. Oui, c'est ça. Il y a cet enjeu. C'est deux grands enjeux. Puis l'électrification des transports qui va, on va dire, booster, doper notre consommation énergétique qui est déjà problématique. Si on peut dire ça de même. Mais tu vois, c'est intéressant que moi, Québécois, je n'ai pas mentionné l'accès. J'ai failli le dire, mais c'est vrai, c'est un biais. J'ai jamais eu peur de manquer d'électricité. Ah, ben oui, c'est des enjeux qui sont propres à chaque communauté. Si au Québec, on a accès à l'électricité, si au Québec, on n'est pas comme, on va prendre l'exemple de l'Allemagne, pour citer un exemple, dont l'un des principaux enjeux, c'est celui du nucléaire. Après l'accident de Fukushima, le gouvernement américain a pris la décision d'accélérer la d'enlever le nucléaire. Dénucléarisation. Dans le mix énergétique allemand, à cause des dangers du nucléaire, ça devient un enjeu majeur et c'est surtout les mouvements, c'est surtout des mouvements qui partaient de la société civile en Allemagne qui poussaient ou qui a poussé le gouvernement allemand à sortir le nucléaire. Ça devient l'enjeu majeur. Parce que si on enlève le nucléaire, on le remplace par quoi? On ne va pas enlever le nucléaire pour ne pas avoir d'électricité au réveil. Puis ça a momentanément, on va dire à court et moyen terme, augmenté leur consommation de gaz naturel, qui s'approvisionne principalement auprès de la Russie. Mais la Russie et l'Allemagne, en tant que telles, c'est deux sociétés qui ont parfois des frictions d'ordre politique, géopolitique. Ça crée une sorte de dépendance, qui est que l'enjeu, c'est sortir le nucléaire, mais on devient un peu plus dépendant au gaz russe. On émet des émissions de gaz à effet de serre. Il faut accélérer on va dire,
la percée des énergies éoliennes et solaires, il faut revoir plein d'affaires. Quand on voit cet enjeu, on ne l'a pas au Québec. Dans les pays qui n'ont pas d'électricité n'ont pas d'enjeu pour sortir du nucléaire. Ils n'ont pas d'électricité, tout court. On va rentrer parce que là, on tombe dans le cœur du sujet, dans le contexte, en fait, c'est le secteur électrique québécois. On va faire un focal vers nos enjeux à nous dans notre société québécoise, pas que les autres enjeux des autres personnes ne sont pas intéressants. Mais bon. Depuis quand, pour toi, l'électricité au Québec, quelles sont les principales caractéristiques? OK, pour toi, l'aventure de l'électricité a commencé quand au Québec? Est-ce que tu as une petite idée de son évolution historique? On avait des barrages déjà, ça fait longtemps. Je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé. Ça devait être autour des années 30, j'imagine, quelque chose comme ça. 1930? Ouais, okay. Peut-être un peu avant, peut-être, je sais pas. Puis on a nationalisé autour des années 60. Fait que c'est tout. Tout ce que je sais. OK. Mais je ne sais pas si le premier barrage, il a été créé quand, le premier barrage? Je ne sais pas si tu le sais, si tu le sais pas, c'est pas grave. Je le sais, je suis capable, mais il faudrait que j'aille chercher l'information. L'aventure de l'électricité a commencé un peu plus tôt, autour des années 1880. Et pourquoi je mets ça au programme? C'est l'idée en tant que telle. On parle de décentralisation énergétique. Pour moi, en tant que chercheur, il est important d'avoir un certain recul historique, socio-historique pour comprendre, parce qu'on se réveille aujourd'hui avec des barrages, et les barrages ne sont pas tombés du ciel. C'est là, on n'a pas les gens qui vivaient là, que ce soit les communautés autochtones ou que ce soit les Européens qui sont venus sur ce territoire. Ils sont pas venus, ils n'ont pas trouvé les barrages à implanter. Comment cette affaire, comment ce secteur évolue, c'est important de le savoir avant de dire ou pour penser vers où on devrait aller. Alors, l'électricité au Québec, autour des années 1880-1885, première centrale. Très tôt, on a choisi l'hydroélectricité pour plusieurs raisons, mais on peut mentionner une raison particulière. C'est que si l'électricité était historiquement produite avec du charbon, on n'en a pas au Québec. Par contre, on a de l'eau. Ce qui fait que la présence de cette source d'énergie primaire en tant que telle a un peu, beaucoup en fait, décidé du choix qu'on a fait. Et c'est toute la question, c'est le rapport qu'on peut dire entre la technologie et l'environnement, les sociétés et l'environnement. C'est comme le milieu géographique, l'environnement dans lequel on se retrouve, nous dit, ou du moins nous pousse à faire certaines fois des choix technologiques ou de société qui correspondent au milieu en tant que tel. On va parler de techno-environnement dans ce cas-ci. 1897, si ma mémoire est bonne, 1881, une affaire de même, une grosse fourchette. Première centrale, première installation électrique, c'est à Québec, ce qui est quand même drôle. Mais ça va continuer peu à peu. Le secteur électrique québécois va avoir plusieurs évolutions. Hydro-Québec, comme tu le disais, la première nationalisation, parce que ça s'est fait en 2 phases, c'est en 1944. La deuxième nationalisation, c'est en 1962 et 1963. Les premières années en tant que tel, ce qu'on va voir, il y avait ce qu'ils appelaient des dynamos qui marchaient au gaz, mais vite, l'hydroélectricité va surplanter. Comme Hydro-Québec n'a pas toujours été là, au début de l'aventure électrique québécoise, c'était vraiment ce qu'on pourrait appeler, et là je fais de gros bons, des monopoles régionaux. C'est des entreprises privées qui fournissaient de l'électricité, mais séparées à des régions en tant que telles. Au Québec, il y a eu la Montreal Light, Heat and Power, qui en 1954 va être achetée par le gouvernement pour former Hydro-Québec. La plus grosse de ces monopoles, c'était la Shawinigan Water and Power. C'est une entreprise qui était dans la région de Shawinigan en tant que telle. Il y avait l'entreprise dans la région de Québec, il y avait l'entreprise dans la région de l'Outaouais, il y avait l'entreprise dans la région des cantons de l'Est. Au fil du temps, le réseau va se développer petit à petit pour s'intégrer.
Genre, par intégration, on va dire, on va passer des monopoles régionaux, puis on va faire des interconnexions entre les différentes régions. Le but principal, c'est vraiment de faciliter l'approvisionnement électrique. Notre système qu'on a aujourd'hui, qui est très centralisé, s'est mis en place de même. C'est mis en place à travers, on voit sur la photo au milieu, une partie de la carte électrique québécoise où on voit les lignes de transport où, dans notre situation actuelle, 85% c'est produit dans le nord de la province. Genre La Grande, Robert Bourassa, Manicoutarde, 85% de la consommation est faite dans le sud. Québec, Montréal en grande majorité, puis Québec. Ce qui est que c'est ça. Mais dans les débuts qu'est-ce qui va ramener au monopole d'Hydro-Québec, ou du moins l'une des explications en tant que telle, sont multiples, mais je ne pas une approche socio-historique et politique, c'est une certaine insatisfaction de la population par rapport à l'offre de services électriques, que ce soit des tarifs, notamment avec la Montréal Light Heat and Power qui était exorbitant, qui provoquait la grogne des personnes, que ce soit ces compagnies qui refusaient, parce que ça coûtait trop cher, il n'y avait pas assez de profit, de favoriser l'électrification des milieux ruraux, alors que l'Ontario avait très tôt commencé à faire l'électrification rurale, et au Québec, ça s'est fait tard. Cette grogne en tant que telle va monter de plus en plus et va aboutir en 1944 à l'achat, à l'expropriation de la Montréal, la Eden Power par le gouvernement, par la loi qui a fondé Hydro-Québec pour satisfaire la population. Ça, c'était quel premier ministre? Attends. Si tu le sais, si tu le sais. Oui, je comptais y passer vite. Est-ce que je confirme ça. J'imagine que c'était les libéraux ou c'était l'Union, ça s'appelait? C'est les libéraux qui ont fait la première nationalisation. La première? Oui. Les deux. Les deux, c'est ça. Les deux. La deuxième, c'était Jean Lesage, si je ne me trompe pas, ou Daniel? C'est Jean Lesage qui a fait en 62-63. Je te dis ça vite. Oui, c'est 15 avril 1954 que le gouvernement prend contrôle d'Hydro-Québec, de la Montréal Light Heat and Power. J'ai pas noté. Je pourrais trouver, mais je te dis. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est le gouvernement libéral d'Adélard Godbout qui en 1939 a commencé, qui a été élu en 1939 et que 2 ans plus tard, il a fait adopter cette loi, mais bien avant ça, il y avait déjà une grogne qui était, on connaît bien le docteur Philippe Hamel, qui était l'un des partisans ou l'un des grands acteurs qui demandaient la nationalisation de l'électricité. En 1962-63, il y a eu des évolutions, mais il va y avoir un gros changement. C'est que le gouvernement du Québec le gouvernement de Jean Lesage, va choisir de racheter les compagnies privées. Il y a il y a les compagnies privées qui fournissent aux collectivités, puis il y a les compagnies privées comme Rio Tinto, Alcan, qui produisent de l'électricité pour leur propre consommation industrielle. Cette partie-là n'a pas été nationalisée. Ce qui a été nationalisé, c'était les compagnies privées. Il y avait des compagnies municipales qui ont été achetées. C'est ça. Bon, on ferme la parenthèse historique, vite. Là, je voudrais je voulais savoir, les gens, c'est caractéristiques actuelles du secteur électrique québécois. Ce serait quoi pour toi? Moi, j'ai l'impression qu'on est en surplus énergétique. On cherche à vendre nos surplus au Massachusetts. Je ne sais pas s'il a déjà parlé l'Ontario aussi. Mais en même temps, les tarifs augmentent toujours un petit peu. Je ne sais pas si ça suit l'inflation ou s'il y a des raisons pour ça. Mais sinon, on n'est pas en manque, il me semble. Je ne sais pas si Hydro-Québec travaille ou c'est plus le secteur privé, mais qui travaille sur développer des batteries, là, améliorer les technologies de batterie. Je ne sais pas si ça rentre dans le cadre de la problématique de l'électrification. En tout cas, ton sujet. OK. Oui, très, très bien.
Je vais avancer un peu plus vite. Tu as parlé de surplus électrique. Oui, on est dans une situation de surplus énergétique, mais paradoxalement, on va rajouter des moyens de production, mais bon, ça ferait l'objet de notre débat. Je dirais, moi, il y a deux grandes caractéristiques du secteur électrique québécois. D'une part, le fait que 99% de cette électricité est produite à partir de sources renouvelables, notamment l'hydroélectrique qui représente autour de 93%, ce qui contraste totalement avec le reste du monde. On se rappelle que plus de 50% dans le monde, c'est produit à partir de charbon et de gaz naturel. Deuxième caractéristique majeure, c'est la présence d'un monopole d'État. Ouais. On parle beaucoup dans ce secteur, de manière générale, de monopole naturel. Monopole naturel, c'est une affaire que les économistes ont inventé un terme un peu barbare, comme les économistes en ont le secret, comme chômage naturel. Waouh! Ça veut dire, un monopole naturel, c'est la situation où, pour que le service soit offert le mieux possible, c'est mieux que ça soit offert par une personne ou une compagnie. Parce que la multiplication des lignes de transport, la multiplication de ces affaires en tant que telles ne favorise pas l'efficacité du secteur. Normalement, le secteur électrique en Occident s'est développé vers, ou du moins a choisi le chemin du monopole naturel. Dans ce monopole naturel, la plupart du temps, on réglemente fortement parce que la compagnie se retrouve dans une situation monopolistique, peut augmenter le prix, le consommateur est dans une position de faiblesse, on va dire. On réglemente énormément en lui disant, d'accord, on te laisse le monopole sur l'activité, mais tu n'as pas le droit de faire ça, tu as le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Autour des années Thatcher et Reagan, il y a eu un changement majeur avec tout ce qui est processus de libéralisation et idéologique ou autre, le débat n'est pas important ici, où on s'est dit, on va revoir l'affaire. Pour s'approvisionner en électricité, il y a trois grands secteurs d'activité. Il y a la production, il y a le transport, puis il y a la distribution. Le transport en tant que tel, c'est la partie la plus difficile parce qu'on ne va pas faire deux lignes de, on va dire, 4000 km. Ouais, je comprends. On ne va pas faire deux lignes parce que ça coûte hyper cher. Par contre, ils se sont dit, ou du moins, le processus de libéralisation, ils se sont dit, ce qu'on peut faire, on peut libéraliser la production et libéraliser la distribution. On coupe le monopole. C'est que dans la production, on va favoriser, on va inciter la concurrence. Dans la distribution, c'est quand l'électricité arrive, ce qui arrive chez toi à basse, moyenne tension. On va faire de la concurrence dans ce côté-ci. En Ontario, ils ont essayé. Ça a été un échec mitigé. Aux États-Unis, ils ont évidemment ce système. En Europe, ça a été mis en place dans les années 90-2000. Au Québec, on a gardé plus ou moins notre monopole. C'est vraiment les deux grandes caractéristiques je dirais. Mais est-ce que le monopole, j'imagine que ta réponse ne sera pas franche, nécessairement claire, mais est-ce que ça nous... monopole, est-ce que ça veut dire nécessairement pas de compétition, donc prix injustifié, peut-être service moins fiable? Est-ce que c'est négatif, le monopole? Mais comme tu disais tantôt, monopole naturel, est-ce que ça veut dire, dans le fond, tous les services de base qu'on considère être un service de base, au final, c'est mieux de ne pas laisser des compagnies privées s'en mêler parce que ça va créer des injustices ou pas des injustices, mais le service ne sera pas pareil partout. Tandis que si tu laisses un monopole, mais tu exiges un service minimal à tous, au moins, ça permet de s'assurer que ce soit servi. Je ne sais pas si certains points de ce que j'ai dit étaient clairs. Dans le débat, en fait, et là, on quittera un peu mon secteur de recherche et d'activité. Le débat sur la monopolisation ou la libre concurrence en tant que telle, c'est politique, c'est idéologique, c'est économique également, mais il faut vraiment chercher, et évidemment, on ne va pas en parler, du côté de l'idéologie, du côté de notre vision du monde sur comment ça devrait marcher. Ce qui fait que si on est dans l'idéologie, on est dans le normatif, on est dans la considération
individuelle ou collective ou selon les groupes et leurs intérêts? Difficile de répondre oui ou non. Ceci étant dit, il y a des secteurs d'activité où l'absence de monopole en tant que tel favorise, et encore là, on va demander la question qu'on devrait se poser, c'est comme favorise quoi? Est-ce que ça favorise le prix le plus bas? Est-ce que le prix bas, est-ce que c'est vraiment une avancée pour une société? C'est quoi les critères qu'on évalue le service qu'on a? Mais bon, disons qu'on prend le critère que j'aime vraiment pas, le critère le prix le plus bas. Le prix le plus bas, souvent, en tant que tel, c'est on fait n'importe quoi, puis on te donne l'assurance que tu vas payer le moins cher. Difficile de justifier la présence d'un monopole, exemple, à moins qu'on soit dans une société comme l'URSS ou comme Cuba, ou une société qui a une autre organisation sociale, et politique et économique, Ouais. sans jugement de valeur, sans aucune prise de considération normative. Il y a difficile de voir la présence d'un monopole on va dire, dans une affaire comme la restauration ou la vente de chaussures. Parce qu'au final, est-ce qu'il faut favoriser la libre entreprise? C'est très capitalistique comme façon de penser, c'est très situé par rapport à l'évolution des peut-être 300-400 dernières années de l'humanité. Mais dans certains secteurs comme celui de l'électricité au Québec, le monopole, encore une fois, ça dépend de comment on le juge, a des avantages comme une certaine uniformisation du prix, l'obligation de fournir le service en tant que tel. Ceci n'empêche pas qu'il y ait un lobby qui demande la libéralisation d'Hydro-Québec. Ordinairement, je ne rentrerai pas dans le débat, c'est de regarder qui demande ça et c'est quoi les arguments. Souvent, les arguments, ça peut être, ben oui, et on va en parler tantôt, pour que les entreprises privées puissent offrir un service. Bon, on est dans l'idéologie. La réponse est mitigée comme tu pensais. Ouais. Ouais. Je vais continuer vite. Les principaux acteurs du secteur, Hydro-Québec, évidemment, le gouvernement du Québec, à qui Hydro-Québec appartient à 100%. Il y a la Régie de l'énergie, qui est l'organisme public qui réglemente en grande partie le secteur de l'électricité. Tantôt, tu parlais du prix de l'électricité. Le prix se fixe par la Régie. C'est la Régie qui fixe le prix de l'électricité. La Régie, est-ce qu'elle reçoit des ordres du gouvernement? Elle est paragouvernementale? La Régie, c'est un tribunal administratif. OK. C'est que la Régie, techniquement ou dans le sens propre, est apolitique parce que l'objectif de la Régie, c'est de trouver des points d'accord entre Hydro-Québec, entre les consommateurs, entre les producteurs de gaz, parce que la Régie de l'énergie s'occupe aussi du gaz naturel. L'idée, c'est que l'intérêt de tous soit satisfait, autant du fournisseur que des consommateurs. Ceci étant dit, même si la Régie reste un tribunal administratif, la Régie n'est pas exempt d'influence politique. Le gouvernement de la CAQ, avant, c'est souvent Hydro-Québec ou un acteur majeur qui demandait une révision du tarif de l'électricité. Et les derniers, si on regarde, j'ai pas peut-être que je peux te le montrer. Si on regarde l'évolution du prix en tant que tel, c'est souvent en dessous du taux d'inflation. Mais il y a eu un changement majeur il y a peut-être 2 ou 3 ans en tant que tel, où le gouvernement a décidé que la modification du prix va se faire à tous les 4 ans par décision de la Régie de l'énergie. Puis dans cette fourchette-là, je vais te partager ça, dans cette fourchette-là, il ne va pas y avoir... on va le fixer selon le niveau d'inflation. Je te montre ça là. Là, on voit 2 schémas. L'un sur le prix de l'électricité. J'imagine que peu importe ce qu'on se dit, au moins on n'est pas à New York puis à Boston. Oui, on n'est pas à New York et à Boston, évidemment. À 337 $, c'est cher à payer. En 2019, le prix à tel, c'est de 2,96 centimes le kilowattheure. Puis là, on voit une évolution du prix de l'électricité, du gaz, de l'électricité et de l'indice des prix de consommation en pointillé. Ce
Si on regarde, on voit qu'en vert, la courbe en tant que telle suit de beaucoup l'inflation et même autour en 2000 et aujourd'hui, Ouais, en dessous. ça a toujours été en dessous, ce qui fait que ça a causé tout un débat en disant si on le fixe au niveau de l'inflation, est-ce que ça ne va pas faire augmenter le tarif d'électricité? Mais encore une fois, on retombe dans Ouais. l'idéologie de certaines visions du monde. OK. On clôt un peu parce que là, pour un petit Continue. Il n'y a pas de problème. récapitulatif, on est dans un secteur ou dans un régime électrique doublement centralisé, si on peut dire. Il y a une centralisation technique, technologique avec la part écrasante de l'hydroélectricité, plus de 93%, qui devient la source. Il y a peu de, on va dire, un mix énergétique moins varié comme on pourrait en trouver ailleurs, quoique, si on regarde les chiffres du charbon, il n'y a pas tant de mix aussi dans plusieurs pays. Puis il y a la centralisation, on va dire, organisationnelle de gouvernance où Hydro-Québec est l'acteur majeur du secteur électrique qui a ses avantages comme on peut voir, mais qui aussi a ses désavantages parce qu'en étant un acteur aussi puissant, et il y a eu tout, on parlait après la seconde nationalisation, l'âge d'or d'Hydro-Québec entre les années 60 et les années, on va dire, 80, où à un moment donné, on parlait d'Hydro-Québec comme un État dans l'État. Ouais, C'est ouais, ouais. une organisation si puissante en tant que telle que si elle décide de faire X ou Y affaire, ben, elle le fait parce qu'elle est puissante, elle est riche, elle a une expertise. C'est pour ça que je parle de double centralisation électrique. Ceci étant dit, avec les contestations, que ce soit pour des contestations venant des peuples autochtones, parce que une grande partie des centrales qu'on a développées se sont faites sur des territoires, on va dire non cédés, mais des territoires qu'on a, sans Ouais, vouloir, ouais. qu'on a décidé d'inonder en s'en foutant pas mal de les gens qui étaient là. Il y a eu les contestations autochtones, il y a eu les contestations par rapport aux lignes de transport qui fait que de plus encore aujourd'hui, les gens ne veulent pas trop qu'il y ait de lignes qui passent en arrière d'eux. Il y a la contestation sur le poids du Québec, qui fait que cette centralisation organisationnelle et de gouvernance actuelle est de plus en plus, pas mise à mal, mais est de plus en plus remise en question. Hydro-Québec aujourd'hui a l'obligation de discuter avec les différentes, on va dire, parties de la société pour plusieurs raisons. On tombe dans le cœur parce que ça nous a pris combien? OK, 1 heure environ, presque moins d'une heure, pour rentrer dans la décentralisation énergétique. 3 images à gauche, centralisation. Le modèle qu'on a, une centralisation organisationnelle, on va dire que tout passe par un Ouais. point, pratiquement tout passe par Hydro-Québec. Il y aurait la décentralisation. La décentralisation en tant que telle, c'est, on va dire, une concentration à différents niveaux, si on prend de point de vue territorial et géographique, du pouvoir en tant que tel et de l'organisation. On passe d'un acteur centralisé à la présence de multitudes d'acteurs. Puis il y a le côté distribué en tant que tel, c'est comme Internet. Il n'y a pas vraiment un acteur central où tout passe par cet acteur. Si on enlève les GAFAM, en fait. Mais bon, l'idée en tant que tel, c'est que Internet comme objet est distribué en tant que tel. Il n'y a pas vraiment de point que ça soit centralisé ou décentralisé. On ne va pas parler de l'énergie distribuée. Il y a un mouvement pour l'énergie distribuée qui est entre autres défendu par un universitaire qui s'appelle Jamie Riskin. Je ne sais pas si tu connais. Non, non, non. Okay. Qui milite beaucoup pour cette idée dans l'idée de secteur électrique distribué, c'est que chacun produirait sa consommation avec des panneaux solaires, des énergies plus ou moins en tant que telles, mais on serait tous interreliés, puis un peu comme du blockchain, on serait capable d'échanger de l'énergie. Un peu dans l'idée où si moi, on a une couverture météo passagère, ben, on va pouvoir se fournir ou acheter, OK? Acheter à des voisins ben, plus loin, mais donc, c'est ça. Donc, chacun aurait un dispositif qui crée de l'énergie, mais le surplus est partagé, puis... Le déficit aussi.
Ben, c'est une belle image. C'est dur à imaginer en pratique, par contre. Mm, mm, mm. Oui, en effet, et surtout l'électricité les réseaux électriques, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif, il y a cette affaire que à tout moment, ça doit toujours s'équilibrer. La production ne peut pas être supérieure à la consommation, comme la consommation ne peut pas être supérieure à la production. Tout déséquilibre entraîne l'effondrement du réseau. Que ce soit dans une maison avec ses panneaux solaires, il faut contrôler la quantité d'énergie qui est consommée, il faut contrôler la quantité d'énergie qui est produite, il faut toujours assurer l'équilibre. Ça pose cette question de Ouais, ouais. difficulté et surtout dans nos sociétés occidentaux, disons qu'on ne se pose pas de questions. On veut de l'énergie, on veut de l'électricité, on veut de l'électricité. Et ceci à tout moment de la journée et de la nuit. Je veux partir mon micro-ondes, je veux que ça parte quand je le veux. Je veux allumer l'ampoule, ça doit s'allumer quand je veux et non, là maintenant, il n'y a pas d'électricité. Là, on voit une image de centralisation. J'avais des questions pour les gens quand on parle de centralisation électrique. Qu'est-ce que la décentralisation? Pourquoi vouloir souhaiter aller vers la décentralisation électrique? Parce que, comme je disais, mon but en tant que tel, ce n'est pas de faire la promotion de la décentralisation. Et à l'inverse, ce n'est pas de dire que ce n'est pas bon. À l'inverse, c'est de laisser, c'est des débats de société qui doivent être menés. C'est les gens qui doivent prendre position sur ça et ils doivent s'informer pour ne pas se laisser en tant que tel guider par les intérêts de certains acteurs qui vont être pour la centralisation ou contre la décentralisation. Il y a des enjeux de pouvoir et des enjeux qui va gagner et qui va perdre. Il y a deux modèles. D'un côté, on voit la centralisation en orange. De l'autre côté, on voit la décentralisation en vert. Dans la photo, c'est écrit yesterday, tomorrow. Bon, on va essayer de ne pas prêter attention à demain et hier en tant que tel, comme s'il y avait comme un chemin qui était tout tracé. On voit si on compare dans la production et la centralisation, la petite image, c'est hydroélectrique, gaz, charbon, nucléaire, comme on a pu le voir ou on a pu le dire, principale source. La décentralisation se favoriserait, du moins en théorie, en pratique également, un mix énergétique plus large parce que surtout les énergies renouvelables, on en trouve partout. Il y a des endroits où ça va être plus de vent, il y a des endroits où ça va être la marémotrice, il y a des endroits où ça va être le solaire. En dépit des critiques qu'on peut faire et des critiques qui sont totalement légitimes et qu'on passe souvent sous silence sur certaines technologies renouvelables, l'idée en tant que telle, c'est que si on va vers une décentralisation, une municipalité peut miser sur le solaire, c'est-à-dire qu'une municipalité à quelques dizaines de kilomètres qui a un vent favorable peut miser sur l'éolien. En fait, c'est ça, c'est que si on est trop centralisé, tu me dis hein, si ça te dérange quand je te coupe comme ça. Non, vraiment pas. Un des problèmes avec la centralisation, c'est qu'étant donné que c'est un gros distributeur, il a besoin d'une grosse source d'énergie, donc il va nécessairement viser à construire, à trouver une source immense ou à construire des gros pipelines, un peu comme image. Je ne vois pas nécessairement le côté négatif là-dedans. Cela dit, probablement que c'est la réponse à ça, en tout cas, on le constate, c'est le charbon, donc les grosses sources qui sont faciles à mettre en place pour des grosses productions, tandis que les renouvelables sont moins faciles, sont plus variables, comme l'éolien, ça ne doit pas toujours être. On ne peut pas assurer une très grosse production tout le temps. Mais comme tu dis, si on se base sur des plus petites productions un peu plus distribuées, ça devient des possibilités, ça devient possible. En effet. Si on prend l'exemple du Québec, et encore une fois, je ne sais pas l'idée de dire qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon dans l'un ou dans l'autre des cas. L'un des impacts négatifs de la centralisation, c'est nos centrales immenses. Cette hydroélectricité, certes, émet peu de gaz à effet de serre lors de sa production. Cependant, ça a des impacts environnementaux énormes, que ce soit sur l'inondation de vastes territoires en tant que tel. Il y a même, je ne sais pas si tu connais, un lac artificiel qui s'est formé, qui a la forme d'un œil, qui s'est formé avec la création de barrages qui a fait monter le niveau de l'eau et inonder la région. Ouais. Qu'on pense
à ça l'impact parce qu'au final, ce qu'on inonde, va y avoir la végétation qui va pourrir. Cette végétation ne pourra plus stocker de gaz à effet de serre. Ça a des impacts sur les sociétés humaines parce que ça nécessite qu'on évacue les gens. Ça a des impacts. Si le barrage pète, les risques d'inondation peuvent être meurtrières. C'est déjà arrivé dans l'histoire. Dans les centrales en tant que telles qui sont construites sur des cours d'eau qui sont, on va dire, multiples, dans le sens un long cours d'eau, un long fleuve qui est partagé par plusieurs pays, ben, ça engendre des conflits géopolitiques parce que si tu mets un barrage en amont, ben, tu réduis la quantité de l'eau en aval. Ça crée énormément, notamment présentement en Asie du Sud-Est, il y a énormément de conflits. Ça a des impacts sur la circulation des poissons, ce qui fait que même si, exemple, je reste dans l'hydroélectricité, c'est faible émission de gaz à effet de serre, ça a des impacts environnementaux non négligeables, voire très néfastes. L'idée en tant que telle, c'est de, on va dire, qu'est-ce qu'on considère et comment on fait l'arbitrage entre les émissions de gaz à effet de serre puis ces impacts environnementaux. Les défenseurs de la décentralisation disent que les sources d'énergie renouvelables comme l'éolien ou le solaire, les deux principales en tant que telles, n'ont pas ce problème si on le compare à l'hydroélectricité. Cependant, ce qui n'empêche pas, comme exemple en France, ils expérimentent la grogne d'une bonne partie de certaines populations où il y a des projets éoliens sur pourquoi mettre le projet éolien, ça défigure l'environnement, ça a des impacts du et c'est pas parce que c'est distribué que les gens vont forcément l'accepter et c'est là qu'il est important d'avoir des débats de société. Donc, centralisation, décentralisation, pour ou contre, si on n'est pas dans ce qui est bien ou mal, on est dans ce qu'on veut comme société et qu'est-ce qu'on ne veut pas comme société. Et ce qu'on veut et qu'on ne veut pas ne doit pas juste ou ne devrait pas juste être en fonction de l'intérêt de certains, mais des débats de société. Ces débats en tant que tels vont nous dire est-ce qu'on garde la centralisation avec une plus grande décentralisation ou est-ce qu'on va vers une décentralisation? Comment on le fait? Et c'est vraiment ça l'atelier en tant que tel que j'aimerais stimuler. Au niveau du marché, on voit le marché centralisé et le marché, on va dire, décentralisé. Tu parlais tantôt des ressources électriques renouvelables qui sont, on va dire, le terme exact, on va dire fluctuant. J'ai oublié le mot exact. Mais on peut toujours avoir de la cogénération. Ça peut être de la cogénération avec des énergies fossiles. On espère que non. Ça peut être des batteries de stockage qui est encore non développées parce qu'on ne peut pas stocker de grandes quantités d'électricité, mais bon, on en parlera tantôt. Puis au niveau de la distribution, on voit une distribution du côté centralisé dans le graphique qu'ils mettent top to bottom, genre d'un niveau, unidirectionnel, ça part Hydro-Québec vers le consommateur. Si on va vers une décentralisation, on va dans des directions multiples. C'est-à-dire que si un lieu, il y a comme une source de production, on peut toujours vendre à quelqu'un et peut toujours avoir de l'électricité, ce qui fait que même au niveau politique, ça, on va dire, rééquilibre un peu la balance du pouvoir. Parce que dans toute relation unidirectionnelle, à moins qu'on se jase beaucoup, il y a toujours un déséquilibre de pouvoir. C'est-à-dire que dans multidirectionnel ou bidirectionnel, il y a comme une sorte on est plus égal. La centralisation aujourd'hui, les consommateurs sont plus ou moins passifs parce que tu fais juste consommer. C'est-à-dire que dans la décentralisation, ça pourrait que la personne produit, vend Hydro-Québec, vend un voisin, etc., etc. Mais on n'est pas encore là. Alors, je te pose la question, pourquoi vouloir souhaiter aller vers la décentralisation électrique pour toi? Ben moi, ce que je retiens de tout ce qu'on dit jusqu'à maintenant, c'est que la décentralisation est une façon d'implémenter les énergies renouvelables qui ne sont pas rentables partout. Donc, faire une grande ferme d'éolien, ben, il faut que tu t'assures d'avoir du vent pour assurer que ça roule tout le temps. Mais si tu en mets seulement dans quelques endroits, mais que tu n'assures pas une très, 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 très grosse production, ça devient quelque chose de tout à fait possible. Oui. Ouais, c'est ce que je dirais. Oui, c'est l'un des arguments phares on va dire, des tenants, de ceux qui sont pour la décentralisation.
ça favorisera ou ça devrait favoriser l'implantation des sources d'énergie renouvelables Je pourrais à des dire endroits. aussi, ça responsabiliserait les gens au gaspillage. Parce qu'en ce moment, on laisse toutes nos lumières allumées puis on s'en fout pratiquement. Peut-être que c'est à cause du prix qu'on a au Québec. C'est peut-être ça le facteur premier, mais c'est aussi parce qu'on ne la voit pas se produire, cette électricité-là. Oui, oui, aussi, il y a deux sociologues, Alain Gras et Dufray, qui ont écrit un livre qui s'appelle La servitude électrique, qui aborde cette question. L'une des magies de l'électricité, c'est qu'on ne voit pas la pollution. Ouais, ouais. Pour nous, c'est propre. On ne sent pas Mais comme le tu as dit, gaz. c'est la production qui vient d'une autre force. Fait qu'on Mhm. ne voit pas la production première, on voit juste le résultat. Oui, 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 oui. Et pour ces deux sociologues, c'est ils parlent de magie, dans le sens de tour, de prestidigitation de l'électricité a toujours su faire. Et c'est peut-être pour ça qu'on fait tant la promotion de l'électrification de tout. C'est parce qu'on n'a pas trop idée dans tous les cas. Ça ne sent pas mauvais, ça salit pas les murs, c'est beau, c'est propre, c'est silencieux. Pourquoi s'en priver? Pour les tenants de la décentralisation, en ramenant les lieux de production vers les lieux de consommation, on sensibiliserait, je parle vraiment au conditionnel parce que rien n'est vraiment assuré, le consommateur par rapport à sa production d'électricité. Cette sensibilisation serait, toujours selon les tenants de ouais. la décentralisation, encore plus si c'est les gens qui produisaient eux-mêmes leur électricité. Ils auraient plus conscience sur qu'est-ce que ça coûte, comment c'est produit, etc., etc. Ceci étant dit, à moins qu'on fasse l'expérience pour voir est-ce que les gens vont être beaucoup plus sensibilisés, on peut toujours, comme tu le disais, dire si l'électricité, que ce soit produit par eux, par des mécanismes publics de financement ou autres, ou que ce soit produit par Hydro-Québec, si ça continue à coûter très peu cher, est-ce que les gens vont être plus sensibilisés? Parce qu'au final, si les gens installent des panneaux solaires sur leur toit, ils n'ont pas été chercher le silicium à côté de chez eux pour la production du panneau. Ils ont juste acheté des panneaux solaires. C'est-à-dire que la production même du panneau solaire en tant que tel est énergivore et a énormément d'impact sur l'environnement. Est-ce que le fait de leur donner un très beau outil technologique va les sensibiliser? C'est à voir, c'est à expérimenter, mais bon, faudrait le faire. C'est ça. Pour toi, la décentralisation devrait y aller ou pas, ou c'est quoi la nuance? Moi, je dis que le meilleur des mondes, c'est de vivre avec des œillères, puis de se dire, ben nous, au Québec, on les a déjà fait, nos très gros barrages. On n'en fera plus, mais on les a. Fait qu'on va continuer OK, à les OK, utiliser. OK. Mais il y a aussi Mais la... pour moi, c'est une aberration peut-être que déjà, ce ne soit pas obligatoire que tous les toits de maison soient faits de panneaux solaires. Mais après ça, je ne connais pas la réalité des mines des produits de panneaux solaires. Qu'est-ce que ça implique comme impact aussi, là? Oui, ça serait... je te renverrai un livre qui s'appelle La guerre des métaux rares, qui est très intéressant sur la question. Ouais. Arte aussi a fait un très beau documentaire là-dessus, mais c'est complexe, puis c'est très complexe. C'est vraiment tout un champ de recherche sur ça, mais aussi il y a tout le débat sur d'où vient le panneau solaire. Encore une fois, on est beaucoup dans l'idéologie ou beaucoup dans des rapports de pouvoir économique ou des sources d'influence géopolitique qui sont essentielles, mais qui ne sont pas intéressantes ici. La plupart des Mhm. panneaux solaires sont produits en Chine. Il y a toute cette question à tort ou à raison, parce que est-ce qu'on veut abandonner tout ce qu'on fait à la Chine ou pas? C'est vraiment le genre de débat dont je me méfie énormément. Ouais, ouais, ouais. Ça ressemble plus à une affaire où on s'invente des Mais en même ennemis. temps, Puis, si c'est toujours la Chine qui le fait, comme tu dis, on ne rentre pas là-dedans, mais c'est pour plusieurs raisons, mais une de ça, c'est est-ce que c'est pas qu'ils ont des monopoles sur des mines? entre autres, entre autres, et ça pose la question sur le poids de la Chine et même là encore le poids de la Chine dans le commerce mondial ou le poids politique de la Chine, surtout connaissant cette société. Mais
Je Qu'on serais rentre pas pas. là-dedans. Ouais, c'est ça. Je refuse le débat de on s'invente un ennemi comme à la guerre froide pour se mobiliser. OK. Il y a un autre aspect pour les tenants de la décentralisation disent, c'est que cette décentralisation, dépendamment de comment c'est mené et par qui en tant que tel, peut revaloriser les communautés. L'idée en tant que telle, c'est que si la production électrique, on va dire, d'une petite ville au Québec est faite localement, gérée et produite par la communauté en tant que telle, ça crée une sorte, on va dire, de nouvelles compétences politiques, mais aussi de nouvelles sources de revenus, parce que ça soit produit localement ou centralisé, il faut quand même payer cette affaire. Les tenants encore parlent de ça, favoriser en tant que tel, le développement serait une source de développement territorial. On peut toujours se poser la question, est-ce que au-delà de notre surconsommation et surproduction électrique, est-ce que juste pour la question du développement territorial, est-ce que ça justifie tout? Ou peut-être que ça justifie tout et qu'au final, c'est un secteur d'activité économique comme une autre. Alors, pourquoi ne pas le faire? On le voit beaucoup avec l'éolien en Gaspésie. Pourquoi ne pas développer cette affaire et que, on va dire, redynamiser certaines communautés? Mais à l'inverse, on peut toujours se demander, est-ce qu'en tant que société, généralement, est-ce qu'on est dans la bonne direction dans la surproduction électrique? Est-ce qu'on devrait mettre plus de phase sur encore de l'ajout énergétique? Parce que ce qui est encore prouvé, c'est qu'il n'y a pas vraiment de transition énergétique. Il y a accumulation d'énergie. Et le cas du charbon dans l'électricité est très parlant. S'il y a comme exemple le pétrole qui a un peu chuté, on assiste plus à une accumulation des formes d'énergie pour produire de l'électricité. Ce qui est que l'éolien et le solaire ne viennent pas tant ça changer les choses. Mais beaucoup de gens vont dire oui, mais c'est un processus sur le long terme. Évidemment, on ne connaît pas l'avenir, on est dans la supposition. On peut d'une part leur prêter raison, ou du moins leur donner raison en disant que si on le fait bien, ces sources d'énergie vont surplanter et se substituer au charbon et tout. D'autre part, on peut avoir une vision, quoique le passé ne prédit pas l'avenir, de dire, mais si on regarde à travers l'histoire, qu'est-ce que ça nous montre? Si on regarde le passé qu'on connaît, ça nous montre qu'il n'y a pas de transition énergétique, qu'il y a de l'accumulation énergétique. Est-ce que le futur va être différent? Le futur nous le dira. Qu'est-ce qu'un micro-réseau électrique? Un micro-réseau électrique, c'est comme un groupe de charge alimenté par des sources d'énergie distribuées. Par distribuées, j'entends présent sur le lieu même, que ce soit le solaire, le vent ou que ce soit du pétrole qu'on met à une place, qu'on emmagasine quelque part, interconnecté à l'intérieur de périmètres électriques. Au final, c'est comme un réseau électrique, mais à petite échelle. La production, la consommation, la gestion se fait là où c'est consommé, là où c'est produit, tandis que présentement, au Québec, la production se fait dans le nord et la consommation se fait dans le sud. Il y a comme une décorrélation entre ces deux affaires, tandis que le micro-réseau envisage, ou du moins promet de relier les deux affaires avec ses avantages et ses désavantages, évidemment. Parmi les avantages, peut-être que ça a ramené une plus grande sensibilisation, peut-être que ça a ramené des revenus, etc. Peut-être que ça va favoriser l'implantation des sources d'énergie renouvelables. Parmi les désavantages, on n'est pas encore capable de stocker de l'énergie, de l'électricité à très grande quantité. Ce qui est que le plus souvent, on est obligé d'avoir ce qu'ils appellent un backup qui fonctionne au gaz, ou on est obligé de rester connecté au réseau intégré parce qu'on veut toujours qu'il y ait toujours de l'électricité. C'est le désavantage. Dans un micro-réseau, il y a la production, stockage, réseau intégré, technologie numérique et surtout intelligence artificielle. L'apparition et les conditions d'émergence, j'ai un petit schéma en tant que tel qui dit que la miniaturisation et la décentralisation est le fruit on va dire, de mouvements complexes au sein de la société qui a rapport avec l'environnement. De plus en plus, les gens sont conscientisés par rapport aux impacts des énergies fossiles. Ils réclament de plus en plus d'énergie renouvelable. Comme on le disait tantôt, ça pourrait favoriser l'éolien solaire et l'éolien solaire en tant que tel sont distribués. Ça pourrait mener à une sorte de miniaturisation, une sorte de concentration géographique à petite échelle de la production et de la consommation.
Il y a le marché de l'énergie qui est de plus en plus ouvert à la concurrence. Et là, on revient un peu avec l'idée qu'on avait, que je disais, un peu plus idéologique. Si le marché s'ouvre en tant que tel, on est capable de vendre et d'acheter en tant que tel, peut-être que ça aura des apports bons ou peut-être ça va avoir des apports négatifs. L'histoire nous le dira. Économie, on sait tous la révolution de l'informatique qui est vraiment une révolution industrielle, si je peux dire ça, quoique le terme n'est pas bon. C'est dans le sens que les progrès dans tout ce qui est technologie de l'information et de la communication ont bouleversé, et on le vit tous en tant que tel à tous les jours, l'ensemble des secteurs d'activité dans le monde. Ce n'est pas juste une innovation qui a révolutionné une partie de la société, ça a des impacts sur toute la société. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, de big data, de qu'est-ce qu'on peut faire, de 5G, etc., etc. C'est vraiment une innovation de rupture, une innovation majeure et qui, on va dire, prend d'assaut le secteur électrique. Et il y a déjà les réseaux électriques, on va dire, intelligents, c'est l'utilisation des technologies de l'information pour monitorer en continu l'état de l'énergie. Mais l'informatique en tant que telle permet de monitorer à petite échelle et d'avoir un plus grand contrôle sur un réseau électrique, que ce soit centralisé ou décentralisé. Après, il y a les innovations technologiques, que ce soit au niveau des batteries, des productions solaires, éoliennes, etc., ou du contrôle en tant que tel avec l'intelligence artificielle. Ramener tout ça ensemble, ça crée, on va dire, des conditions d'émergence et d'apparition des micro-réseaux électriques. C'est pas mal ça. Oui? Donc, ce que tu dis, c'est la décentralisation, ce n'est pas nécessairement le but visé, c'est la somme de différents autres mouvements. Oui, oui. Comme bien des affaires dans la société, le produit final en tant que tel n'est pas... c'est le concours de plusieurs domaines et c'est pour ça en tant que tel que là maintenant on voit pas, on a peut-être marché de l'énergie, mais on ne voit pas le niveau politique comme aujourd'hui. Si on parle beaucoup plus de les communautés qui doivent produire localement leur skill mine, ce qu'ils produisent, ben, un tel mouvement en tant que tel doit s'ajouter comme une condition d'émergence ou une condition qui faciliterait la promotion des micro-réseaux. Ce qui est à ce côté, il y a aussi des côtés culturels, économiques, politiques. Ce n'est pas juste une affaire purement technologique. C'est une évolution technologique, mais aussi de société qui aboutit à cette affaire. Et c'est ça qu'on devrait avoir en tête quand on parle de décentralisation et ne pas juste voir un côté, oui, aujourd'hui, technologiquement, on est capable de le faire. Ce n'est pas parce que technologiquement, on est capable de le faire qu'on devrait forcément le faire ou ne pas le faire. Prendre en considération qu'est-ce que ça implique et pourquoi c'est là. C'est ça, et il y a cette question, comment cette infrastructure peut-elle favoriser la décentralisation électrique? On en a largement parlé et là, je vais te poser, je vais te laisser, j'aimerais t'entendre sur quels sont les principaux enjeux que tu toi-même que tu perçois dans cette affaire, en fait, non exhaustivement parlant. Avec le micro-réseau, plus que de la décentralisation. Déjà, je pense que il y a beaucoup de nouvelles idées qui se brassent dans ma tête, puis on a déjà parlé un peu. Il y a juste un mot qui me vient en tête. Est-ce que ça va créer pas injustices, inégalités? Ça pourrait créer ça. Je sais pas. En même temps, ça règle aussi les inégalités. Après ça, tu disais aussi qu'accumuler, ben, c'est stocker l'énergie, mais ça, c'est un enjeu qui est déjà le cas dans la production centralisée. C'est une guerre technologique de développer la meilleure technologie de stockage. Mais donc, ici, le stockage devient un enjeu important parce qu'on dépend un peu on dépend plus d'une très grosse production, alors on a besoin d'avoir des backups chacun ou d'avoir accès à l'énergie du voisin. Mais c'est ça, il n'y a rien d'autre qui me vient en tête, là. OK.
Ben oui, oui, ça fait partie des enjeux, mais les autres enjeux en tant que tels, comme on voit sur le schéma, je vais prendre juste un élément Mhm. Il y a les enjeux de gouvernance, il y a des enjeux de propriété, qui gère ça et comment on gère ça, on va faire ça. Mais oui, mais c'est ce que j'aurais dit aussi. Je pensais, coudonc, mettons qu'on fait ça du jour au lendemain. Hydro se défait, puis là, c'est quoi? On engage des petites instances un peu partout, puis ils sont libres. Est-ce qu'ils répondent à quelqu'un? Ouais. Ouais, ça c'est tout l'enjeu de la gouvernance en tant que telle. Si on devrait aller vers ça ou non en tant que tel, il y a évidemment il y a les partisans en tant que tel. C'est plus ça, parce que c'est eux autres qui poussent, qu'on connaît déjà de quoi on est. Les partisans disent ben ça pourrait, comment dire ça, on revient avec l'idée de impliquer les communautés. Parmi les modèles, il y a des OBNL que les gens pensent à plein d'affaires qui sont citées. Au-delà des enjeux de gouvernance, il y a l'enjeu de la propriété, on va dire, la propriété du micro-réseau. Mhm. À qui ça appartient, à qui en profite le micro-réseau, qui paie pour et qui récolte les bénéfices. Est-ce que si on va vers ça, est-ce que c'est favorisé par X ou Y moyens des entreprises privées? Est-ce que c'est la bonne chose? Oui ou non? Je ne suis pas là pour répondre à cette question. Est-ce que ça va enrichir des actionnaires ou est-ce que ça va enrichir la société? Ou est-ce qu'en tant que tel, on peut voir un modèle de gouvernance où c'est vraiment des municipalités qui gèrent ça? On va vers une municipalisation. Est-ce que ça renflouer les caisses, favoriser un développement local? Il y a l'enjeu de la propriété. Il y a aussi un autre enjeu très important, c'est celui de la vie privée. Parce que, comme je disais, tout réseau en tant que tel doit toujours être équilibré entre la production et la consommation. Dans les micro-réseaux intègrent énormément de technologies numériques pour la simple et bonne raison. On doit toujours savoir à tout moment ce qui se passe sur le réseau, que ce soit chez les gens qui consomment, que ce soit du côté de la production, du côté du stockage. On a besoin, et ça, c'est un enjeu beaucoup plus large Donc, quelque part, on va savoir si le voisin, il y a 14 ordinateurs, si... est-ce que... On ne sait pas si on va vraiment le savoir, mais la possibilité serait réelle. C'est que l'idée en tant que telle, ordinairement, comme élément de réponse en tant que telle, c'est souvent ce qui est proposé autant par Hydro-Québec que par les tenants privés, les compagnies privées et les municipalités, de dire que, ben non, 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 on va juste voir on va anonymiser, on va effacer l'identité de la personne. Ceci étant dit, la présence de cette technologie rend possible pas le contrôle dans le sens Big Brother comme on pourrait, comme c'est très Mhm. populaire Non, mais récemment. les données sont récoltées, donc sont disponibles à quiconque s'attaque à ce réseau-là. Là. Et aussi, on sait que les données c'est comme des mines d'or. Comme le Google, les GAFAM en tant que tels nous habituent trop bien à ça. À qui appartient ces données? Est-ce que ça appartient à la ville, aux individus? Et qui exploite ces données? Dans quelles conditions ces données sont exploitées? Souvent, c'est des débats qui sont souvent passés sous silence ou qui sont abordés de manière très superficielle. Je me rappelle, j'avais une entrevue avec quelqu'un au sein du ministère de l'Énergie au Québec qui me disait que ah non, on n'a pas de politique sur ça, on n'a pas encore réfléchi à ça. Ce qui fait qu'on implante l'affaire, mais on ne réfléchit pas à un aspect si essentiel. Un autre enjeu en tant que tel, c'est l'enjeu de la sécurité. Encore une fois, c'est concomitant à Oui. l'utilisation massive du numérique qui pose le problème, c'est de plus en plus répandu des attaques de pays ou tiers ou d'individus ou d'entreprises en tant que telles, qui posent la question de la sécurité, autant de sécurité du réseau que la sécurité même des individus qui sont intégrés dans le réseau. C'est certains grands enjeux. J'avais une simulation que j'avais en tête de dire, ben, on va prendre l'exemple d'Hochelaga Maisonneuve, puis on va s'imaginer qu'on implanterait un micro-réseau, on irait vers une décentralisation, puis j'avais vraiment en tête l'idée de, si on avait 2, 3 groupes, de demander aux gens de réfléchir sur
les technologies potentielles, si on dit on est la communauté de Schlaga, on veut avoir notre indépendance ou une semi-indépendance énergétique, pensez aux technologies, pensez aux sources de financement, comment ça pourrait être financé, comment ça pourrait opérer, pensez à la propriété et pensez à la gouvernance en tant que telle. Le but, en fait, c'est ça, je pourrais même t'inviter, si tu connais un peu, si tu devais faire l'exercice de penser, de dire on ferait un éco-réseau et qu'on va commencer par réfléchir sur financement, technologie, opération, propriété, gouvernance. Je ne sais pas si tu voudrais te prêter vite au Ben jeu, en oui, fait. hein, on peut réfléchir à ça vite comme vite. Euh, Premièrement, pour la produire, ça prend une source. Donc, il n'y aura pas d'hydroélectricité ici, quoique le fleuve a quand même un débit important, mais je pense pas qu'on peut installer de l'hydroélectricité là. Je Ou pense la pas marée qu'on... motrice. Hein? Ou, ça pourrait être de la marée motrice. Mais il n'y a pas de marée à Montréal. Ah, c'est pas marée motrice, je voulais dire. C'est comme des éoliens qu'on implante en dessous de l'eau. Ah, OK. Donc, Qui tourne avec. ça va moins vite, mais quand même, ça doit produire un peu, c'est ça? Oui, c'est une technologie émergente. Mais comme on vise juste une petite partie et non un très gros territoire, ça pourrait être intéressant, effectivement. Mhm. Est-ce que ça va détruire le peu d'écosystèmes qui restent dans le fleuve? On ne sait pas. Euh, OK. Mais sinon, c'est sûr qu'on pourrait mettre des panneaux solaires parce que les toits sont tous carrés. Ce serait facile à... En tout cas, je ne sais pas si on a accès aux ressources pour faire les panneaux, mais tous les toits sont inutilisés, là, tu sais. Soit on met du verre, soit on met des panneaux solaires. Euh, Sinon, ouais, c'est ça. OK. Sinon, ouais. Puis après ça, que la gouvernance, c'est une bonne question, là. OK. Comment responsabiliser? Je sais pas. Comment gérer ça? Mais pour revenir à la technologie, il y a aussi la possibilité de, comment dire ça, un mix plus large. Ça peut être de l'éolien, utiliser le fleuve, Ah, ben utiliser oui, d'autres c'est sûr. affaires, utiliser la biomasse, la production, une partie du backbone en tant que tel, on l'utilise pour produire de l'énergie, une partie du solaire, surtout l'été, on l'utilise moins l'hiver que l'été, la nuit moins. Le fleuve en tant que tel, on utilise la marée. C'est la décentralisation en tant que telle, c'est pas juste dans un milieu, on va faire que de l'éolien ou que du solaire. Il y a cette possibilité de moduler euh, une multitude, on va dire, de technologies et de sources d'énergie. C'est une possibilité. En Mais tant que telle. l'enjeu derrière ça, c'est que si tu multiplies tes sources, ça multiplie tes coûts parce que tu n'es plus spécialisé en rien. Oui, il y a ça comme enjeu aussi, mais comme, comme toute affaire en tant que telle, ce que ça coûte, c'est relatif. Ouais, ouais, C'est les sociétés qui acceptent qu'est-ce qu'ils veulent payer pour. On veut bien à Québec payer pour un troisième lien. C'est à ouais. C'est quoi? ça. Ah! Mais du moins dans cette partie de la province, peu importe le prix, on en veut. Après ça, disons qu'on a deux, trois sources, qu'on les implante, mais là, il n'y a plus l'idée de produire son énergie pour le voisin. Et quand tu dis voisin, c'est-tu particulier à particulier? Non. Ça peut être ça aussi. C'est Hein. peut-être ville à ville ou quartier à quartier plutôt? Ça peut être tout. On peut imaginer une affaire où il y a une multitude de fournisseurs. Ça peut être je suis connecté au service que m'offre la municipalité, le quartier, mais en même temps, j'ai mon panneau solaire qui me permet moi-même de m'alimenter. La nuit, je peux toujours me connecter au réseau de la municipalité d'Hochelaga, la décentralisation hochelaguaise. Et dans ce cas, est-ce que ça coûterait moins cher, plus cher? Est-ce que ça fait une plus grande indépendance? Est-ce que j'ai un meilleur contrôle? Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on multiplie les technologies avec l'ambivalence qu'il y a, pour reprendre le terme de Jacques Ellul? Est-ce qu'on multiplie en tant que tel l'impact de la production de cette technologie sur l'environnement? Parce que la substitution ou l'ajout de ces affaires j'ai toujours en tête cette idée. Aujourd'hui, on veut aller vraiment dans l'électrification, mais est-ce qu'on va
à côté des trous qu'on creusait pour prendre le pétrole, est-ce qu'on va creuser des trous pour des mines? Oui, Est-ce que c'est les sûr. trous de pétrole s'effacent? Non. Est-ce qu'on rajoute des impacts environnementaux ou est-ce qu'on substitue ces impacts environnementaux? C'est toutes ces réflexions en tant que telles qui doivent être prises en compte. Mm-hmm. Écoute, après ça, propriété et gouvernance, je sais vraiment pas quoi dire. C'est sûr que ça, pour moi, il y aurait une partie publique là-dedans. Là. Ce serait pas chacun a son propre matériel, ça c'est sûr. Mm-hmm. Ben, l'un des buts que je voulais aussi toucher avec cette simulation, c'est on travaille beaucoup dans ma chaire de recherche sur l'acceptabilité sociale, mais c'est aussi surtout sur comment dire ça, la transmission de l'information et de la conscientisation de l'individu par rapport à, on demande aux gens de faire des choix, mais le plus souvent, on ne leur donne pas l'information générale pour qu'ils puissent faire le choix. Quel type de gouvernance? On parle beaucoup. Oui, mais si on fait ça, ça va avoir une autre gouvernance. Mais quelle gouvernance? Est-ce que ça va être la gouvernance d'une entreprise privée qu'on va implanter dans Hochelaga et qui va être un mini Hydro-Québec? Est-ce que ça va être la ville en tant que telle qui va récupérer ça? Ou est-ce qu'on peut s'imaginer une gouvernance multipartie avec la ville, une entreprise privée ou publique ou un OBNL? Est-ce que Coop. coop, oui, l'idée de coop est très répandue, c'est que dans une coopérative, qu'est-ce qu'on fait avec les bénéfices? Est-ce qu'on le reverse dans la communauté? Est-ce qu'on le reverse dans les activités de l'entreprise ou est-ce qu'on le redonne aux gens qui possèdent le micro-réseau? Est-ce qu'on peut créer des communautés de quartiers qui, comme on aurait dans un conseil d'administration, prendraient part à la gouvernance, à la gestion, aux décisions de notre micro-réseau électrique Hochelaga? On peut dire dans Hochelaga, Maisonneuve, Mercier. Dans Hochelaga, on a 4, 5, 6 communautés de quartier, dans Maisonneuve 4, 5, 6, dans Mercier 4, 5, 6, et que ces gens-là c'est des citoyens qui représentent leur quartier et qui sont sur le conseil d'administration. Est-ce qu'avec ces gens-là, qu'est-ce qu'ils défendraient? Leur intérêt privé, pécuniaire, le besoin d'avoir accès à l'énergie, l'impact de la production sur le fleuve, sur l'environnement? Est-ce qu'il serait aussi chaud de mettre des éoliens dans leur quartier? Est-ce que ça les dérangerait d'avoir une usine de biométhanisation? Ben Comment oui, ils... c'est ça. C'est que là, on multiplie les chicanes. Oui, oui, on multiplie les chicanes, mais à l'inverse, on peut toujours se demander, est-ce qu'une société démocratique, est-ce qu'on... Oui, en tout cas, la question est là. Est-ce qu'on cède à une technocratie, à la gouvernance par la technologie? Ouais. Le pouvoir en tant que tel, Hydro-Québec dit, ah non, ce serait mieux qu'on fasse ça ou pas ça, ou une compagnie privée, ou est-ce que cette chicane en tant que telle est saine de point de vue Ouais, ouais, démocratique, ouais, ouais. ou est-ce que c'est totalement inefficace en tant que tel, puis on va chicaner, puis au final, on va faire autre chose? C'est la question de la propriété collective, à quel niveau? Parce qu'au final, Hydro-Québec est de propriété publique, mais est-ce que on reverse à qui appartiennent ces affaires? La propriété engendre des engagements, mais aussi des devoirs. Aujourd'hui, si on décide de démanteler le barrage, hormis les gens qui habitent à côté ou pas loin en tant que tel, qui s'en soucie? Autre que, est-ce que je vais continuer à avoir de l'électricité? Mais si tu es propriétaire de l'affaire dans le fleuve, euh, est-ce que tu peux juste le laisser dans le fleuve et l'oublier? Est-ce que l'usine de biométhanisation, dans 100 ans, quand il va falloir le changer, qu'est-ce qu'on fait avec? Ce problème est plus important avec le nucléaire. C'est bien beau de le bâtir, à un moment donné, il faut le déconstruire. On fait quoi avec? Les lignes, est-ce qu'on veut payer pour? Est-ce qu'on ne veut pas payer pour? Ça appartient à qui? On l'achète à qui? Est-ce qu'on est dans cette logique au prix le plus bas, peu importe d'où ça vient? Ou est-ce qu'on veut payer plus cher, mais pour des productions, on va dire, plus proches de nous, plus locales? L'opération, est-ce que l'opération, on implique les citoyens ou est-ce qu'on délègue ça à quelqu'un en disant, mais est-ce que la personne qu'on délègue, on revient à la gouvernance? Mhm. Comment on décide avec cette personne? Écoute, tu poses des questions intéressantes. Tout ça, c'est intéressant. C'est dur de répondre, surtout sans l'aide de collègues. Mais moi, ce que ça me fait penser, c'est qu'on peut-être qu'une approche qui pourrait être envisagée,
c'est de favoriser les mini réseaux personnels, c'est-à-dire un peu comme les ruelles de Montréal, les ruelles vertes. Tu sais, c'est les quartiers qui se mobilisent pour demander une ruelle verte et là, on installe des petites infrastructures, mais c'est eux qui le gèrent. Mhm. Et donc, si, disons qu'on se mobilise dans mon quartier, on fait passer un petit sondage, qui veut, ouais, tout le monde veut, parfait. Alors là, on pourrait se faire installer, je ne sais pas qui paye, des panneaux solaires, un minimum qui fait que nous, entre nous autres, on est capable de se gérer, s'auto-gérer. C'est sûr que je pense plus à des panneaux solaires, plus à des trucs très, très proches, là. Euh, et donc, ça reste une option d'opter sur un. Dans le fond, l'idée, c'est que Hydro-Québec resterait là, mais tranquillement, on favorise les innovations ou les initiatives qui fait que si on peut se débrancher, c'est bien vu. Dans le fond, ce serait une option de se débrancher d'hydro. Hey, j'en ai plus besoin d'hydro. Ou Mhm. j'en ai besoin peut-être juste en hiver. Et donc, mais que ce ne serait pas mal vu que Hydro perde des revenus à travers tout ça. Tu sais. Peut-être que Mhm. ça Mhm. pourrait Mhm. même être Hydro qui participe à cette transformation-là. Si dans sa mission, on inclut pas juste fournir l'électricité, mais tu sais, s'assurer d'une longévité de la vie sur la Terre, ben, favoriser l'émergence de micro-réseaux. Tu sais, ça pourrait être eux qui viennent partir le projet, puis mais c'est dur à vendre parce que dans le fond, ça va leur réduire des coûts, des revenus. Ok, ok. Ouais, tu vois, en fait, c'est déjà de débat que je Ouais. voulais, mais on peut toujours se demander, réduire mais au final, tous les bénéfices d'Hydro-Québec reviennent au gouvernement. Est-ce qu'on Exact, parce que de toute va-t-il. façon, si ben en tout cas, ça, c'est moi, c'est mes grognes personnelles, là. Est-ce que son revenu est censé augmenter comme ça, comme une entreprise privée? Déjà, même l'entreprise privée, je trouve ça tout le temps aberrant que si ce n'est pas une courbe qui monte, c'est négatif. Quand on parle que la bourse, comment on appelle ça, le développement économique, production, à mon sens, si on parle de changement climatique et tout, ben, à un moment donné, si on a une courbe de même, ça devrait être positif. C'est pas grave que ça l'augmente pas. Tant qu'on reste stable, on échange euh, dans le sens où il n'y a pas d'accumulation de richesse quelque part nécessairement. Mhm, Mais mhm. là, je sors un petit peu, là, c'est plus idéologique, mais ouais, excuse-moi. Qu'est-ce Ah, que mais ça non, fait non, s'il y a non. moins de revenus? Ben c'est ça. Mais au final, c'est dans la mission, c'est le gouvernement, la population du gouvernement est gagnante. Si on développe moins, si on réduit la production d'Hydro-Québec tranquillement en faisant des initiatives comme ça, c'est le Québec qui gagne, puis c'est la planète qui gagne. Fait que Mhm, c'est mhm, un choix politique. mhm. Oui, oui, tu dis idéologique. L'idéologie en tant que telle, c'est un mot La croissance je ne crois. économique, c'est ça le mot que je D'accord, ok. cherchais. Tu sais, si on n'est pas dans le plus, c'est négatif. Mais quand on est rendu au bord du graphique, je ne sais plus quel sens qu'il faut que je te mette, ben, Ouais, tout ce ouais, que c'est les dans le gens bon. font, c'est qu'ils déplacent le graphique, mais elle ne peut pas toujours continuer à monter, la croissance économique. En tout Ben, c'est déjà l'affaire que ça soulève en tant que tel comme idée. Euh, Après, Hydro-Québec, c'est une vache à lait, on va dire, pour le gouvernement. cas. Ouais, ouais, Comment qu'est-ce que ça aurait sur les finances publiques? Est-ce que au final, ça voudrait aussi dire en tant que tel une réorganisation de nos sociétés en tant que telles, en disant, ben, cette affaire de laisser tout des pas incroyables de notre vie ou de notre société à un acteur centralisé. Peut-être on est moins pire qu'en France, en fait. Mais est-ce que ce serait mieux de revenir en tant que tel vers un autre modèle de gouvernance politique et économique, sociale? Après, ça soulève ce que tu veux dire. Est-ce que ça engendrerait des inégalités territoriales? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce qu'on ouais. peut réfléchir à des façons pour atténuer ces inégalités? Parce qu'au final, c'est pas parce qu'il y aurait Hochelaga qu'Hochelaga ne fait pas partie de Montréal.
comment on pourrait mener cette gouvernance en tant que telle à multi-niveaux, à des acteurs à plusieurs niveaux. Comment on reventile le pouvoir, comment on reventile les bénéfices, mais aussi comment on reventile le bâton. Ben, c'est le bâton et le carotte. Comment on reventile le paquet de troubles, en fait. Ne plus demander qu'on nous règle des problèmes, mais de réfléchir à ces problèmes. Qu'est-ce que ça pourrait ramener, en fait? C'est ça. Ben, je sais pas, ça aurait été. C'est J'avais en pas tête. grave, si c'est moins long, c'est pas grave. Moi, Il n'y a pas de problème. dis-toi que moi, ça m'a intéressé. Moi, j'ai été très, très intéressé par tout ça. Puis si on n'a pas la réponse, je pense que ça fait partie de ta présentation. C'est-à-dire, Oui, on cherchait pas la solution, on cherchait juste à réfléchir. oui, 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 c'était mon but en tant que tel. Mais j'ai bien compris ça tout le long. Tu sais, tu présentes pas ça comme étant la solution, puis l'avenir, puis voilà où tout le monde doit aller. Tu as présenté ça tout le long en disant que c'était de un, ça émerge en réponse à déjà des mouvements qui existent. C'est pas. Puis il n'y a pas une démonisation du monopole Hydro-Québec actuel, là, nécessairement. Ouais, C'est ben ça, moi j'ai c'est trouvé ça. ça intéressant. OK, OK. Je ne sais pas si tu as des questions pour moi, des retours, des conseils, Ben des écoute, je t'ai posé suggestions. toutes mes questions tout le OK, long. il Fait que n'y a pas de j'en ai problème. plus à ce moment-ci, mais je Il t'ai n'y a pas de trouvé problème. très clair. Il n'y a pas de Puis problème. moi, Merci d'un point vraiment. de vue pédagogique, ce que je peux te dire, c'est que prends jamais pour acquis que les gens savent. Puis tu as fait ça dès le début, tu sais, tu commences en disant c'est quoi l'électricité? Fait que pour moi, c'est toujours la base, c'est pas supposé que les gens connaissent les mots de base comme ça, là. Mhm. Des fois, on tombe dans des présentations où là, c'est des mots savants, puis ils sont utilisés dans des phrases super rapidement, puis on n'est pas nécessairement. Non, j'ai trouvé ça très clair, puis tu es très neutre. Les PowerPoint étaient très bien aussi. Ben, merci beaucoup, Benjamin. Ça m'a fait plaisir de participer à cette Une activité. séance privée. Oui, une séance privée, ça forme aussi comme activité. Je vais arrêter là. Mais c'est sûr que si on avait été plusieurs, ça aurait amené beaucoup plus de points de vue, de discussions plus peut-être engagées. Mais en tout cas, moi, je trouve que ça s'est bien passé. Je trouve ça intéressant. Hum. Ben, il n'y a pas de problème. Ben, je pense qu'on a, qu'on a Parfait. fini. Ben, écoute, je te souhaite bonne chance pour ton projet. Puis, bon, je vais mettre fin à l'enregistrement alors. Il n'y a pas de problème. Bonne fin de journée, bonne continuation, Benjamin. Merci. Bonne fin de journée. Bye.